Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, un essai qui me tenait particulièrement à cœur, avec l'essai d'une voiture vraiment française, la Renault Mégane E-Tech. On part donc pour notre tour de l'île habituel et on se retrouve au col de Bellevue. A tout de suite les électrifiés. On est donc arrivé au col de Bellevue. On est parti de Saint-Pierre à 99%. Ils n'ont même pas voulu nous la charger à 100%, vous vous rendez compte un petit peu? Là on est à 74%, donc on a mangé un quart de la batterie. On a fait nos 30 km habituels depuis les bas. Et la consommation en montant, elle est de 45, un petit peu plus de 45,2 kWh au 100. Ce qui est élevé, je dirais, parce que je m'attendais à ce que ce soit moins que ça, vu la taille de la voiture. Mais bon, on verra comment elle récupère en descendant. Vous avez l'habitude, vous connaissez le topo. On va récupérer au moins 30% en redescendant, comme d'habitude. Donc là, on va profiter du temps qui est vraiment pas mal. Il est censé pleuvoir partout aujourd'hui sur l'île, mais nous, on a de la chance, on a du beau temps ici. Pour vous faire le tour de l'extérieur, parler un petit peu des dimensions, tout ça. Donc on y va. Donc on va commencer par ce petit tour par l'avant. Déjà, un point rigolo, Fabien vient de me dire: te mets pas devant la voiture, tu vas cacher le logo. C'est faux, il est plus gros que moi, je peux pas le cacher. Hein. Donc on a bien cet énorme logo Renault qui revient vers les bases. Hein. Il ressemble beaucoup au premier logo de la marque. Il y a beaucoup ça en ce moment. Les marques se retournent un petit peu vers leurs origines, on va dire. Donc sincèrement, il est énorme, il n'y a rien d'autre à dire. Mais c'est pas complètement choquant. Je trouve ça quand même plutôt pas mal. Sincèrement, c'est quand même le point moi que j'aime le moins sur cette voiture-là. Par contre, ce que j'aime bien à l'avant, c'est la signature lumineuse qui est vraiment spécifique à cette voiture. Il n'y a pas du tout ça sur les autres Renault. Donc en Z là, avec naturellement des feux à LED sur notre version d'essai aujourd'hui, qui est la version Techno. On est sur une version donc Techno EV60 Optimum Charge. Donc comme c'est une voiture française, il fallait bien un nom bien français et bien long pour décrire tout ça. Au niveau du bas de caisse, on remarque cette énorme grille qui va du coup refroidir la batterie. Elle ne peut pas se fermer, donc il n'y a pas ces histoires de motorisation derrière pour fermer la grille et gagner un petit peu en aérodynamisme. On a naturellement les radars avant qui sont là, et le radar, la détection des piétons, la détection des chocs à l'avant est caché dans le logo. Donc au moins ça, c'est toujours ça de gagner. Il n'y a pas le petit carré qu'on retrouve généralement sur les véhicules à cet endroit-là. Là, ils ont tout planqué dans le logo. C'est plutôt bien intégré, c'est plutôt bien fait. Sur le côté de la voiture, donc maintenant, ce qu'on va signaler, c'est naturellement ces énormes jantes en 20 pouces. Donc dès la base, donc dès la version Techno, on a les 20 pouces, c'est la même taille de jante sur la version iconique, on en parlera un petit peu après. De l'autre côté, vous allez trouver le chargeur qui est juste ici, et ça j'en reparlerai un petit peu plus tard parce qu'il y a des faits intéressants sur la position de ce chargeur. On a une garde au sol de 15,4 cm, donc c'est plutôt haut. On la qualifie de SUV dans les médias, je ne trouve pas que ce soit un SUV. Pour moi, ça reste une berline assez haute sur pattes, mais une berline quand même. Il faut savoir qu'on est 1 cm plus haut que la version thermique. En termes de dimension, j'en ai pas encore parlé, mais elle fait 4,20 m de long par 1,50 m de haut et 1,78 m de large. Donc elle est plus haute et plus large que la version thermique, mais elle est beaucoup plus courte. Donc ce qui lui donne un petit peu cet aspect un peu tassé, un petit peu présent, on va dire, sur la route. Sur l'arrière, on retrouve un petit peu la signature de Renault là. Moi, je vois un petit peu le Capture
On a les mêmes poignées que sur la Zoé et que sur l'ensemble de la gamme Renault. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de Renault qu'on retrouve ici. Et ensuite, on va passer du coup sur la partie arrière. Donc sur la partie arrière, je veux vraiment m'arrêter sur ces feux. Il y a un vrai travail, on vous fera des gros plans sur la sculpture du feu, là, il n'y a pas d'autre mot, avec ces jolis effets à LED, c'est vraiment très joli. On retrouve naturellement le nouveau logo, qui est un peu moins gros à l'arrière, je le trouve mieux comme ça. On a une Mégane E, le E qui est ici pour signaler que c'est la version électrique. Il est assez discret, mais quand on le regarde de près, je le trouve très joli, il est vraiment bien intégré. Un point intéressant, vous le lisez là, c'est une Renpre.re, parce qu'en fait, il y a la caméra ici, qui permet en fait de switcher le rétroviseur en version caméra, puisque effectivement, la lunette arrière, s'ils n'en avaient pas mis, on n'aurait pas vu la différence. Quand on est en mode rétrovision, en miroir sur le rétroviseur, on voit vraiment pas grand chose. En plus, avec les appuis-tête arrière qui sont sur le champ, autant dire que c'est quasiment un utilitaire, j'exagère à peine. Le bouton du coffre est ici, il est très bien camouflé, et on ouvre sur un coffre de 440 litres, on vous en parlera un petit peu après. On se retrouve au volant de cette Mégane E-Tech. Je vais vous parler un petit peu de la régénération. J'ai beaucoup de choses à dire sur la conduite en elle-même, mais là on va se cantonner un petit peu à la régénération et à la tenue de route dans les virages. On est en train de descendre les plaines. Donc au niveau de la régénération, donc on a 3 niveaux, ça c'est plutôt pas mal, qui sont réglables aux palettes, ça c'est vraiment bien. J'aime vraiment ce système de palette là, qui permet de passer d'un niveau à l'autre. C'est beaucoup plus pratique qu'un bouton qui serait sur ma main là quelque part. Là, j'ai tout au volant, j'ai rien à faire. Par contre, ce qui est moins bien, c'est que là actuellement au niveau 3, c'est un peu léger. Mais moi, j'aime bien quand les voitures régénèrent très très fort, quand j'ai la régénération au max. Et là, c'est pas le cas. Je trouve que c'est un peu léger. Naturellement, quand on pose le pied sur le frein, on l'augmente cette régénération. On va pas freiner aux plaquettes si on n'appuie pas trop fort. Mais moi j'aime pas me servir de la pédale de frein. Freiner c'est pour les lâches et moi je suis pas un lâche, donc j'aimerais bien avoir un peu plus de régène, mais sinon ça va, à part ça ça va. Et un autre point positif, contrairement à d'autres voitures que j'ai pu essayer, c'est que quand on se met au niveau 0, pour le coup on a une vraie roue libre. Il n'y a plus du tout de régénération, ça c'est pas mal, par exemple sur le plat ou sur la 4 voies où on veut laisser la voiture un petit peu aller sans avoir de régénération et sans avoir à maintenir un filet de gaz comme on dit, un petit peu d'accélération sur la pédale. Là c'est pas la peine, on lève le pied et ça reste en roue libre, donc sur ce point là c'est ok. Ensuite, concernant les virages en eux-mêmes, j'en attendais pas moins sincèrement de cette voiture, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, elle est très compacte. Donc elle braque super bien, il n'y a pas de problème avec ça. On peut enchaîner les petits virages, là on est dans les plaines, ça s'enchaîne très très bien, il n'y a aucun souci. C'est pas une sportive non plus, hein, on va pas trop la pousser, parce que en tirant un petit peu sur le virage, on entend les pneus avant qui ont envie d'aller tout droit. Mais en roulant normalement, ça se tient très très bien et c'est très sécuritaire, il n'y a aucun souci avec ça. En sortie de virage, il y a la pêche. Je pense que sur la montée, quand on était sur la montée tout à l'heure, on le ressentait bien. En sortie de virage, il y a la reprise qu'il faut. Naturellement, on est dans une électrique. Mais voilà, elle tient très très bien la route. Il n'y a pas de souci avec ça. Et si on la malmène un peu et qu'on sait ce qu'on fait, je pense que ça peut quand même bien se passer. Mais elle n'est pas faite pour ça, clairement. On est donc arrivé au bocage à Sainte-Suzanne. Donc c'est notre petit point dans l'est. On va faire un petit point sur la conso déjà. Dans la descente, on a récupéré un petit peu d'énergie qu'on a remangé sur la 4 voies. Donc là actuellement, on est à 72%. La voiture annonce fièrement 292 km. Ce matin, quand on est parti, on était au-dessus de 400, je crois 420, quelque chose comme ça. Peu importe, c'est pas très important. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Le gomme, on s'en fiche. Donc ce qui est intéressant, c'est le pourcentage de batterie, 72%. On a parcouru 77 km.
ce qui nous donnerait grosso modo une autonomie autour de 400 km là avec mes calculs de tête. On a une consommation qui est à 18,6 kWh au 100, donc elle est un peu élevée, mais on a pris la 4 voies, on a accéléré assez fort sur la 4 voies pour tester un petit peu le 0 à 100. Donc ça a un peu augmenté la consommation. Le 0 à 100 est bien là. Il est abattu en 7 secondes 5 sur notre version EV60. Et justement, on va profiter un petit peu pour parler des chiffres qui caractérisent cette Mégane. Donc sous le capot de cette Renault Mégane, Loïs, ouf. Alors, il est où le machin? Ah, il est là. Ça doit se mettre par ici. Ok, on y est. Donc on se retrouve avec un moteur qui fait 160 kW, soit 218 chevaux, pour un couple de 300 Nm. Donc c'est très correct, hein, c'est même très bien, compte tenu du gabarit de la voiture. On a une batterie qui fait 60 kWh utile pour une autonomie WLTP annoncée à 450 km. Dans les faits, on verra à la fin du tour de l'île combien on aura précisément. Donc le chargeur maintenant, déjà un point intéressant, il est ici. Et c'est très rare sur les voitures qui soient à l'avant droite. Mais j'ai lu que c'est tout simplement pour réduire la distance entre le chargeur, enfin entre la prise et le chargeur embarqué. Donc c'est pour faire des économies de câbles. Et c'est très intelligent de l'avoir mis là du coup pour cette raison-là. On est sur une version Optimum Charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chargeur embarqué peut accepter jusqu'à 22 kW en courant alternatif. Et en plus, on a le combo CCS. Hop, qui accepte lui jusqu'à 130 kW. Donc, pour recharger cette voiture, si vous la rechargez sur une prise classique, ce que je déconseille fortement, vous allez mettre 31 heures. Sur une prise renforcée, vous allez mettre 19 heures. Sur une borne en courant alternatif à la maison en 7 kW, vous allez mettre 10 heures. Sur une borne triphasée en 11 kW, vous allez mettre 6 heures. Sur une borne triphasée en 22 kW pour faire 0 à 80%, vous allez mettre 3 heures. Sur une borne à courant continu en 24 kW, vous allez mettre 2 heures. Sur une borne à courant continu en 50 kW, vous allez mettre 1h15. Sur une borne à courant continu en 150 kW, vous allez mettre environ 40 minutes pour faire 0 à 80% toujours. En accéléré, ça va être très drôle. Au niveau du coffre maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, il fait 440 litres. Donc un coffre très profond, hein, on le voit. Hop, c'est loin, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de profondeur. C'est pas super pratique parce que quand on met les packs d'eau, on les pose et il faut les ressoulever après. Donc j'aurais pas été contre moi un coffre, enfin un premier niveau de coffre comme on le voit sur d'autres modèles, suivi d'un deuxième niveau. Dans le sous-coffre, il y a un petit espace pour ranger les câbles. Attention, c'est précisé, il ne faut pas dépasser 10 kg. Donc moi, je ne rentre pas, a priori. À part ça, effectivement, il est très profond, il est très large. On est sur un coffre qui fait 40 litres de plus que la Mégane thermique. Donc la légende des voitures électriques qui ont moins de coffre que les voitures thermiques, elle est terminée, hein, sur la Mégane thermique qui fait 400 litres. Et c'est sur le modèle qui a le plus de coffres, donc le modèle essence. Sur le diesel et l'hybride rechargeable, il y en a encore moins. Donc si vous voulez une Mégane logeable avec beaucoup de coffres, c'est l'électrique qu'il vous faut. Petite séquence juste pour l'ami Bjorn. Hey Bjorn! I found the what the heck is this thing? Donc l'habituel plan de 20 qui s'assoit derrière 20. Oh, merci 20 hein, pour la place. Donc, en termes de place, faut le dire, j'ai les genoux dans le siège. Donc c'est pas l'optimal. Je fais toujours 1m83, je fais toujours un certain airbag à ce niveau-là. Mais du coup, pour moi, c'est pas vraiment... Enfin, il n'y a pas trop de place à l'arrière. L'espace à la tête, la garde à la tête, elle est assez faible aussi. Je touche pas, mais pas loin. Si j'enlève le béret, c'est mieux. Par contre, en termes d'assise, on est vraiment bien placé. L'assise est correcte, très bien. Un peu plate, je pense. Le plancher aussi est complètement plat, ça c'est pratique. Ça permet de libérer un peu de l'espace. On a deux USB-C à l'arrière, on a la ventilation arrière, ça c'est très bien. Des petites lumières arrière aussi.
Non, on est quand même bien placé, mais c'est pas fait pour de très longs voyages. Je m'attendais à mieux compte tenu de la longueur de la voiture. Donc on est arrivé à la Grande Chaloupe, un nouveau point d'arrêt. C'est plutôt sympa, hein, avec la montagne derrière. C'est vraiment joli, il y a les oiseaux qui chantent, c'est cool. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On va parler un petit peu de la consommation de cette Renault Mégane E-Tech Techno. On est actuellement à une consommation plutôt élevée de 18,2 kWh au 100. Sincèrement, on ne l'a pas ménagé la voiture. J'ai pas dépassé les limitations de vitesse, vous me connaissez. Mais on a quand même bien accéléré, on a testé l'accélération. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les conducteurs de Renault, actuellement l'EcoScore me donne une jolie note de 42 sur 100. Mon papa, quand il roule avec sa Zoé, il est à 82. Hein, donc voilà, on est vraiment pas sur le mode éco. Donc tout ça pour dire que l'autonomie qu'on va vous annoncer à la fin de cette vidéo, vous ferez mieux. Il n'y a pas de problème avec ça, vous ferez beaucoup plus, c'est pas un mystère. Donc 63%, 105 km, 18,2 kWh au 100. On va profiter de cet arrêt pour vous parler un petit peu de l'intérieur de la voiture, des équipements intérieurs et de la position de conduite. Suivez-moi. Donc on est dans la Mégane E-Tech EV60 dans sa finition techno. C'est important de le préciser parce que sur la version iconique, on n'a pas les mêmes sièges. Sur cette version, après, à part les sièges, on fera un petit point sur la fin, il n'y a pas grand chose de différent entre les deux versions. Mais du coup, on retrouvera le même affichage devant nous. Donc on a un grand écran devant le conducteur qui est configurable. On vous mettra des images en roulant. Au niveau du média maintenant, on est sur un média, donc un écran de 9 pouces qui est correct, qui a tout dessus, mais je le trouve un peu petit. Je pense que, enfin, avec la grande dalle qu'on voit sur différentes vidéos, ça aurait été pas mal. Mais déjà là-dessus, en vrai, il est quand même très réactif. Il y a tous les widgets, etc. On n'a pas vraiment de différence par rapport au grand écran, c'est vraiment de la présentation, la taille de l'écran qui change. Mais en soi, l'écran reste très réactif. Un souci principal que je vais reprocher à cette voiture, c'est que j'aurais bien aimé essayer Android Automotive. Malheureusement, on ne l'a pas disponible, en tout cas pour le moment. On verra par la suite ce qu'il en est. Mais à part ce détail-là, sincèrement, je n'aurais pas grand-chose à reprocher à ce média. C'est du Renault, donc je ne connais pas du tout, pour être honnête. J'ai conduit la Zoé de papa, mais je ne me suis pas forcément attardé sur le média. Là, je m'y attarde un petit peu depuis qu'on a pris la voiture. C'est très réactif, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est assez simple à prendre en main. Il faut s'y retrouver un petit peu. On a mis un peu de temps à trouver ce qu'on faisait pour mettre la consommation à zéro. D'ailleurs, elle a été reset au milieu de l'essai. Mais voilà, à partir du moment où on est habitué, ça se passe bien. Sur le volant maintenant, le volant, j'ai beaucoup de choses à en dire. Vous savez, j'adore les boutons, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais là, pour le coup, il y en a trop. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Sur la gauche, c'est toute la partie régulateur. Donc on en parlera tout à l'heure pendant le plan de conduite, ce n'est pas un régulateur adaptatif. Sur la droite, c'est pour régler l'affichage de l'écran du conducteur. Donc on peut mettre différentes informations, la consommation instantanée, la pression des pneus, notre score de Eco-Moniteur qui n'est pas terrible pour le moment, comme je vous le disais tout à l'heure. On a différentes vues, mais ça on vous le montrera sur des plans en incruste. Des palettes au volant pour la régénération. Les modes de conduite qui sont ici aussi. On a les deux commodos habituels, plus deux commodos supplémentaires qu'on nous a ajoutés ici pour être sûr que vous avez bien tout en main. Donc là, pour le réglage du média, et ici, pour régler marche avant, marche arrière.
Ça, alors ça ne regarde que moi, c'est un avis personnel, mais moi j'aime pas. J'ai déjà confondu 15 fois depuis qu'on est parti avec les essuie-glaces. Ça a beaucoup fait marrer Fabien quand j'essaye de démarrer la voiture et que les essuie-glaces s'allument. En plus, il faut tirer vers soi pour aller en avant, donc c'est pas forcément hyper instinctif. Mais à part ça, sincèrement, j'ai rien à lui reprocher à cet intérieur. On est très bien installé là à l'avant. J'ai trouvé ma position de conduite assez facilement. Les sièges sur cette version-là ne sont pas électriques, mais ils sont réglables en hauteur, en profondeur, avant-arrière naturellement. Le siège est inclinable. On a un appui-tête qui est assez correct, un peu dur, mais ça va. Sincèrement, moi, ça ne me dérange pas trop. Par contre, l'assise est vraiment bien. Je suis vraiment bien installé au volant. Je pourrais enchaîner les kilomètres dans cette voiture sans aucun problème. On a des matériaux qui sont plutôt corrects. Là, c'est moussé. Ici aussi, sur tout ce qui est au bras, donc en cuir un peu moussé là. Ici, c'est une espèce d'Alcantara. C'est du dur, mais c'est très doux. C'est très joli. Là, on a un peu de plastique, du chrome. Les boutons ici aussi qui sont chromés, des rappels de chrome sur la partie centrale. Là devant nous, une immense poche avec le porte-gobelet et ces compartiments là qui sont réglables, c'est hyper intelligent, qui permettent justement de faire un deuxième porte-gobelet ou de faire différentes poches de différentes tailles. La prise 12 volts qui est tout au fond là-bas, ici. Voilà. On a deux USB-C qui sont planqués sous la coudoir ici. Deux USB-C à l'arrière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais on n'a pas d'USB-A et nous on n'avait pas prévu ça. Heureusement on avait un câble USB-C qui traînait quelque part pour pouvoir brancher le téléphone. Puisque effectivement évidemment on a Android Automobile, enfin Android Auto et Apple CarPlay sur le média. Au niveau du média, toute la commande de clim est physique. Donc ça c'est bien. Les boutons sont vraiment corrects. Il y a une impression quand même un peu de solidité. J'aime bien leur disposition. Ça tombe assez bien sous la main. Mais sincèrement, il aurait fallu, je sais pas, peut-être reporter quelques commandes qui sont là. À ce niveau-là, ça n'aurait pas posé trop de problèmes. Un chargeur induction qui est bien placé. Le téléphone tombe dedans facilement. Aucun problème là-dessus. Et après sur la partie haute, là on a un petit peu de tissu, du chrome ici, et enfin les aérateurs qui sont assez stylés je trouve sur la version pour le conducteur, et ils sont aussi assez durs. Ça donne une impression de solidité. Alors, tout est relatif, hein, c'est pas luxueux non plus, mais c'est très très correct. Le volant est réglable en hauteur naturellement et aussi en profondeur. Et ça, pour les grands gabarits comme Vincent, c'est bien. On va parler un petit peu de la conduite, des options de conduite en pur et dur. Donc là, on est sur la 4 voies au niveau de Saint-Paul. Déjà, je secoue un petit peu Loïc parce que la pédale d'accélérateur est vraiment sensible quand on est en régène maximum. Certes, la régénération maximale n'est pas très forte, mais une légère levée de pied va permettre d'avoir la plus forte entre guillemets des régénérations. Je sais pas clair, mais bon, c'est pas très très grave. Bon, à part ça, comment je me sens au volant? Là, sur la 4 voies, c'est un peu bruyant. Je suis en train de m'en rendre compte là en même temps. On est à 90, 100 à peu près. Ça roule pas trop. Il y a quand même pas mal de bruit de roulement, j'ai l'impression. Bon, on est très trop loin du standard des thermiques naturellement, mais c'est quand même à noter. À part ça, naturellement on est bien assis, on est aussi bien qu'en statique. En termes d'options de conduite en elle-même, on a un régulateur qui n'est pas adaptatif sur les versions que Renault Réunion propose. On a le limiteur de vitesse, on a la lecture des panneaux, donc avec le bouton qui est ici, je vais pouvoir directement enregistrer la vitesse qui est lue sur le panneau dans le régulateur ou dans le limiteur. Donc ça c'est vachement pratique.
Après, on a les classiques essuie-glace à déclenchement automatique, les feux automatiques également, naturellement. Un point à noter, c'est ce dont je parlais au tout début de la vidéo, on a une rétro-caméra au niveau du rétroviseur central. Et ça, alors au-delà du fait que c'est vraiment bien fait, c'est absolument nécessaire. Donc c'est une option. En métropole, sur les versions configurées en métropole, il faut ajouter l'option, ça coûte cher en plus, je crois que c'est 1 300 €. Mais sincèrement, ils auraient dû le mettre de base dans la voiture parce que la lunette arrière est vraiment pas pratique en termes de visibilité. Elle est vraiment toute petite et en plus, comme je disais, avec les appuis-têtes arrière, on n'y voit pas grand-chose. Là, avec cet écran-là, on peut en plus le configurer, on peut régler la visibilité comme on veut. C'est vraiment beaucoup mieux et on y voit très très bien. Ensuite, naturellement, on a la climatisation automatique, elle est bizone, ça c'est intéressant, donc droite et gauche peuvent avoir une température différée. Par contre, la puissance du soufflage est monozone, donc je peux mettre 20 degrés à droite et 23 degrés à gauche, mais la force du ventilateur sera la même pour les deux côtés. On a un purificateur d'air sur la climatisation. Donc c'est assez rare pour être souligné. On n'a pas énormément de voitures qui disposent de cette option-là. Là, même si l'air est pollué dehors à cause de toutes ces voitures thermiques dans les bouchons, nous on ne le sent pas parce qu'on a un gentil purificateur qui empêche toutes les vilaines particules de rentrer dans la voiture. Donc ça c'est vraiment pratique. Ensuite, que dire d'autre? Un point que j'ai oublié tout à l'heure, mais Apple CarPlay et Android Auto sont sans fil sur cette voiture-là. C'est quand même important de le rappeler, donc Fabien m'a dit de le préciser, je le fais. Donc il faut le câble quand le téléphone n'est pas adapté, comme c'est le cas pour moi. Mais si on a le téléphone qui est adéquat, on n'a pas besoin du câble. La connexion se fait sans fil via le Wi-Fi. Donc on a la connectivité embarquée, on a regardé tout à l'heure, il y a des mises à jour qui sont disponibles. On peut rechercher des mises à jour, là il n'y en a pas à faire, mais on peut rechercher des mises à jour, ce qui laisse entendre que la voiture est quand même un peu connectée. Je ne sais pas exactement de quelles options on dispose. Et sinon, après à conduire, là on est dans les bouchons. Le régulateur adaptatif me manque parce que je suis un accro du régulateur adaptatif. Mais à part ça, on est bien placé. Si un dernier point quand même sur la sécurité, on a le maintien en voie. Donc l'effet ping-pong, si on lâche le volant, on va rebondir d'une ligne à l'autre. Mais on a au moins ça, donc quand on roule sur une ligne, on est prévenu, on a des bips. Et on a aussi le freinage autonome d'urgence, comme je vous le disais tout à l'heure, le capteur est caché dans le logo. Avec en plus un affichage au niveau du conducteur de la distance en secondes par rapport à la voiture qui nous précède. Et ça, je pense que c'est assez unique. Je n'avais jamais vu jusqu'à présent. C'est très visuel pour le coup. Ça s'affiche en rouge quand on est vraiment très près, en orange puis en vert quand on est à la bonne distance. J'aime bien ce type d'affichage là. Un petit affichage qui est sympathique là en conduite, on est en plein dans les bouchons de Saint-Paul. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce qu'on roule vraiment doucement. Donc ici on voit la vitesse légale autorisée, ou la dernière vitesse qu'il a lue à 90, et en fait cette vitesse est rappelée ici. Donc en gros là on va passer un panneau de 70, j'espère qu'il va le voir. Voilà, on a lu 70 et la petite indication qui est ici, elle a bougé. Ici, ça correspondait à 90. Là, maintenant, l'indication est là. Et en fait, notre aiguille, entre guillemets, qui est ici, si elle arrive là, on sera à 70 km/h. Donc ça, je trouve ça très visuel, c'est sympathique. Et c'est pareil quand j'active le régulateur, en appuyant sur le bouton qui est là. Donc en activant le régulateur, je mets en marche la fonction dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin en démarrant l'option. Là, le régulateur n'est pas actif, j'ai pas de vitesse enregistrée. Et naturellement, en conduite, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, les radars avant et arrière. Et également la caméra de recul, qui est de plutôt bonne qualité. En soi, on a un bon rendu.
Et j'aime beaucoup les bips des radars de recul. Ils sont pas trop prenants, j'aime beaucoup ça. Donc on a fini notre tour, on a fait 185 km à peu près aujourd'hui. Et on est arrivé avec un peu moins de la moitié, comptons 50% parce qu'on n'est pas parti à 100%. Donc 185 km pour faire la moitié de la batterie, donc on multiplie par 2. Et grosso modo, on arrive sur une autonomie de 370 km à peu près. Donc 370 km WLTPI. Alors, je précise que mon EcoScore est remonté. Je suis maintenant à 53. Donc j'ai très bien conduit sur les derniers parcours. Mais malgré ça, je suis quand même très bas par rapport, enfin en termes d'économie d'énergie, je suis quand même très bas par rapport à une conduite vraiment normale, on va dire. On était en conduite essai aujourd'hui. Donc vous, dans la vraie vie, vous allez sûrement avoir plus de 400 km avec une conduite normale et en roulant en ville, on pourra peut-être même approcher le WLTP avec une conduite assez légère. C'est le moment un petit peu de parler des tarifs. On a l'habitude d'appeler les tarifs la douloureuse et là, je dois dire que c'est un peu justifié. Cette voiture, sincèrement, elle est très bien. On l'a conduite toute la journée, je suis très bien, je ne suis pas fatigué, on était bien installés. Les options sont très correctes, il me manque le régulateur adaptatif, mais c'est vraiment ce que j'ai de principal à lui reprocher. Elle est plutôt jolie, elle a des grandes jantes, etc. On est sur une voiture qui est quand même assez statutaire, mais il faut le dire, le prix est élevé, puisque sur la version techno qu'on a essayé aujourd'hui, on est à 57 950 € hors bonus. Donc on aura le bonus de 3 000 €, d'où les 54 950 €. Vous pouvez disposer également d'une version supérieure, la version iconique, qui va ajouter les sièges électriques en cuir et maçon. Donc rien que pour les sièges maçons, ça les vaut. Et on aura également un intérieur qui est un peu différent, une présentation un peu différente avec des matériaux un petit peu plus de meilleure qualité, on va dire. Les jantes sont en 20 pouces, mais ce n'est pas exactement le même dessin. À part ça, c'est à peu près la même chose. En termes d'équipement de conduite, c'est exactement la même chose. Et là, on sera 2 500 € plus cher, donc à 60 450 € hors bonus, puisque effectivement, on est au-dessus de 60 000 €, donc normalement, on n'a pas droit au bonus. Naturellement, le jeu des remises et des avantages commerciaux font qu'ils repasseront la voiture juste en dessous de 60 000 pour vous permettre de bénéficier de ce bonus de 3 000 €. Donc, les prix à retenir, 57 950 pour cette version Techno EV60 Optimum Charge et 60 450 pour la version iconique avec les sièges en cuir maçon et les réglages électriques des sièges. Sincèrement, c'était une bonne journée. On a bien profité de la voiture. Elle est très bien, elle se conduit très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est l'heure maintenant de vous laisser, de vous dire de vous abonner à la chaîne Stator, de partager cette vidéo, de partager la chaîne avec ceux que vous connaissez, avec votre entourage. N'hésitez pas à nous laisser des pouces si vous avez apprécié notre petit tour de l'île aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire sur la voiture, vos idées pour d'autres vidéos. On est ouvert à tout, on est assez réactif, on vous répondra sans aucun problème. Donc c'était Twenty pour Stator. À bientôt les électrifiés.